Je vous souhaite la bienvenue pour cette leçon du cours de traitement du signal. La leçon que nous allons voir fait partie du chapitre qui s'intitule « Signaux déterministes à temps continu ». Le sommaire se réduit à une seule rubrique qui est intitulée « Temps-fréquence ». Alors, pour expliquer un peu ce que nous allons présenter dans cette leçon, nous avons vu à travers un certain nombre d'exemples précédents au cours des leçons qui ont été vus avant, qu'il y avait une relation, une sorte de dualité entre le temps et la fréquence. Je reprendrai l'exemple que nous avons illustré au cours de l'un des cours précédents, et dans lequel on voyait que lorsque on dilatait un signal en temps, on compressait son spectre. De la même manière, lorsqu'au contraire on dilatait le signal en temps, on compressait son spectre. Et donc on peut dire que cette dualité, que l'on voyait à travers cet exemple, mais aussi à travers d'autres, et ici nous allons encore l'illustrer davantage, fait qu'il y a une sorte de le temps, lorsque l'on modifie l'échelle des temps, dans un sens ou dans l'autre, eh bien on modifie l'échelle des fréquences dans un sens opposé. Un signal de durée très courte va avoir de l'énergie ou de la puissance dans les fréquences élevées. Au contraire, un signal de durée très longue va plutôt avoir de l'énergie dans les basses fréquences. Et donc c'est tout ce lien, cette sorte de dualité, je dis, pour reprendre en fait l'expression habituelle entre le temps et la fréquence, que nous allons essayer d'abord d'illustrer et ensuite de préciser à travers un certain nombre de résultats. Le premier résultat dont nous allons parler est un résultat, disons, qui a une très grande importance, puisqu'il fait référence à une notion dont on se sert beaucoup dans l'analyse spectrale, et qui est la notion de résolution en fréquence. Alors pour comprendre en fait cette notion, avant de préciser de manière concrète ce qu'il faut entendre par résolution en fréquence, nous allons d'abord reprendre un exemple que nous avons déjà traité précédemment. Alors considérons en fait la portion de sinusoïde de fréquence f0 égale 1000 Hz que nous tronquons sur une durée d'environ 4 millisecondes. Alors, le signal, évidemment, vous vous en souvenez, s'écrit sous la forme x de t égale 2 à 0, une certaine amplitude, que multiplie cosinus de pi f0t, que multiplie l'indicatrice de l'intervalle 0 grand t, où grand t est égal à 4 millisecondes. f0, lui, est égal dans cet exemple à 1000 Hz. On a vu précédemment, quand nous avons effectivement donné la transformée de Fourier de ce signal, que x de f s'écrivait de la façon suivante, x de f égale a0 t, entre parenthèses g de f plus f0, plus g de f moins f0, fermez la parenthèse, où g de f est la fonction sinus cardinale qui s'annule pour f, pour tous les multiples de 1 sur t, sauf en f égale 0. Alors là, on retrouve effectivement une situation classique lorsque l'on multiplie par un cosinus. On a une translation du motif g de f vers les fréquences négatives autour de la fréquence moins f0, qui correspond au premier terme, et une partie qui correspond à la translation de cette même fonction g de f autour de plus f0 par l'intermédiaire du terme g de f moins f0. Alors regardons ce qu'il se passe au niveau du spectre. Le spectre, nous l'avons déjà vu, il est reproduit ici sur cette figure. Qu'est-ce qu'on voit? On voit essentiellement deux lobes principaux. Ces lobes principaux se situent aux alentours des fréquences 1000 Hz, d'une part, dans les fréquences positives, et moins 1000 Hz dans les fréquences négatives. D'autre part, ce signal, ce spectre plutôt, puisque c'est une représentation fréquentielle, comporte des lobes, et les lobes, vous en souvenez, ont une largeur qui est égale à l'inverse de la durée d'observation, c'est-à-dire leur largeur ici, puisque la durée d'observation c'est 4 millisecondes, l'inverse de 4 millisecondes est 250 Hz, et donc on doit pouvoir vérifier que la largeur des lobes, ici, est de 250 Hz, évidemment, excepté les deux lobes principaux, qui eux, ont une largeur double. Alors on voit donc finalement que ce signal est constitué d'ondulations, et cette ondulation ici présente, pour les lobes secondaires, une atténuation de seulement, je vais dire, vous allez voir pourquoi, 13 dB par rapport aux lobes principaux. C'est-à-dire qu'on s'attend à voir, quand on voit une sinusoïde de ré, une ré à la fréquence f0, une ré à la fréquence moins f0, et ce que l'on voit en fait, c'est pas tout à fait des rés, c'est des rés qui ont tendance à se dilater, à s'étendre, et la largeur de ces raies est étroitement liée à la durée d'observation. Là, on voit encore une relation entre le temps et la fréquence, un signal de durée
importante va avoir des raies très étroites, ça ressemblera presque à une sinusoïde éternelle. D'un autre côté, un signal qui va avoir une durée d'observation très courte, un sinusoïde qui aura une durée d'observation très courte, va avoir des raies très larges. Alors, quelle est la conséquence de ce phénomène, qui est un phénomène, effectivement, qui est lié directement au temps d'observation. C'est-à-dire le temps d'observation grand signifie lobe large, lobe étroit, excusez-moi, et temps d'observation long, court, signifie au contraire largeur des lobes très grand. Alors, pour comprendre ce qui va se passer à cause de ce phénomène d'élargissement de la raie, eh bien, on va considérer à présent la somme de deux sinusoïdes. Alors, on va prendre une sinusoïde, la première d'amplitude A0 et de fréquence F0, la deuxième d'amplitude A1 de fréquence F1, et là, je ne l'ai pas réappelé ici dans l'équation qui est ici, mais comme il est indiqué, la somme qui est considérée, c'est la somme de deux sinusoïdes tronquées, toujours à l'intervalle de temps 0t. Et donc ici, je ne l'ai pas marqué pour alléger les notations, mais il faudra aussi multiplier par l'indicatrice de l'intervalle 0 grand t. Pour bien comprendre en fait le problème, la notion de résolution, on suppose en plus que A1 est 10 dB en dessous de A0. Par conséquent, A0 égale 3,16 fois A1. Ce calcul, si vous voulez le refaire, vous pouvez le reporter en fait aux éléments qu'on a donnés sur la notion de décibels dans une leçon précédente. Alors, à présent, si on suppose en plus que le module de F1 moins F0, que multiplie le temps d'observation grand T, est supérieur à 3, alors le module de x de f est très peu différent du module de x0 de f plus le module de x1 de f. Alors évidemment, je tiens à vous souligner, à faire remarquer que ce résultat est faux. Ce qui est vrai, c'est que la transformée de Fourier est linéaire. Et donc, il est normal que x1 de f soit égal à x0 de f plus x1 de f. Mais, évidemment, le module de x de f, qui est précisément égal au module de x0 de f plus x1 de f, comme ceci, ne peut pas s'écrire en général, donc est différent, de la somme des modules. Alors, qu'est-ce qui nous permet ici de dire que le module de x de f est toutefois très peu différent de la somme du module de x0 de f plus le module de x1 de f? C'est précisément, comme on va le voir, la forme du spectre d'une sinusoïde tronquée. Regardons un petit peu ce spectre. Alors là, nous avons d'abord vous pourrez observer, nous avons visualisé la première sinusoïde de fréquence 1000 Hz, tronquée à un intervalle de temps de 4 millisecondes. C'est donc en fait tout simplement le spectre que l'on avait dans une planche précédente. Et maintenant, nous allons dessiner, superposer à ce spectre, le spectre x1 de f de la sinusoïde de fréquence f1 tronquée à la même durée de 4 millisecondes. Et regardez ce qui se passe. Cette deuxième sinusoïde vient se positionner ici. Et alors on voit que là où la sinusoïde, ou plutôt le spectre de la sinusoïde, qui est ici la figure blanche, à un niveau important, alors le spectre de la première sinusoïde, qui est représenté ici en orange, d'accord, est très petit. Et donc, effectivement, quand ici x0 de f prend une valeur très petite, x1 de f prend une valeur très grande. Et donc, effectivement, ici, la quantité x0 de f au voisinage de la fréquence qui nous intéresse ici est quasiment nulle. Et donc, je peux dire effectivement que les deux spectres se séparent complètement. Là où l'un a des amplitudes importantes, l'autre a des amplitudes négligeables, et là où l'autre a une amplitude importante, le premier a une amplitude négligeable. Il s'ensuit, du coup, que la somme, le module de la somme, ressemble étrangement à la somme des modules. On voit ici effectivement clairement sur le module de la somme apparaître le lobe qui correspond à la première sinusoïde et le lobe qui correspond à la deuxième sinusoïde. On voit donc que l'observation du spectre de ces deux sinusoïdes, qui ont un écart de fréquence, je vous le rappelle, égal, on va reprendre maintenant les valeurs numériques, f1
moins f0 est donc égal, je vous le rappelle, à 1000 Hz. D'accord. La valeur de grand T est égale à 4 millisecondes. Et quand on fait le produit de F1 moins F0, F1 moins F0 facteur de grand T, on trouve comme quantité 4. Et ce nombre est suffisant pour pouvoir dire effectivement que les deux spectres vont être suffisamment séparés et on va voir finalement dans le signal qui est la somme des deux, séparément et la fréquence F0 et la fréquence F1. Alors maintenant, on va prendre un cas un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à présent, ici, à deux sinusoïdes, mais qui n'ont plus cette propriété d'être suffisamment bien séparés en fréquence. Et donc j'ai toujours pris comme exemple, je vous le rappelle, F0 égale 1000 Hz, et nous allons prendre F1 égale 1100 Hz. Vous remarquerez ici que F1 moins F0 est égal à 100, qu'il faut multiplier par la valeur de grand T qui reste toujours la même et qui est de 4 millisecondes. Et ce nombre-là, 10 puissance moins 3, vous donne une quantité qui vaut 0,4. Et ce nombre est relativement petit devant 1. Il s'ensuit, vous allez le voir sur les spectres, que les deux spectres séparés des deux fréquences, lorsque l'on observe le spectre de la somme, ne fait pas apparaître ce que montrent séparément les deux spectres des fréquences F0 et des fréquences F1. Alors regardez, ici vous avez toujours le spectre de la sinusoïde à 1000 Hz, toujours pareil, observé sur une durée d'environ 4 millisecondes, et regardez maintenant la sinusoïde à 1100 Hz. Évidemment, si elle était toute seule, on la voit en blanc ici, c'est très net, on la voit, mais elle se trouve à un niveau tel, elle est 10 dB en dessous ici de la première, mais comme il y a une durée d'observation qui est courte, les lobes sont très larges, et la sinusoïde, ou plutôt le spectre de la sinusoïde correspondant à la fréquence de 1100 Hz, est noyé dans le lobe principal de la première sinusoïde. Effectivement, séparément, elles se distinguent l'une de l'autre, évidemment, mais lorsqu'on observe la somme, on observe un spectre comme celui-là, où n'apparaît finalement qu'une seule fréquence. Alors maintenant, nous allons parler effectivement de manière un peu plus concrète de la résolution à travers les exemples qu'on vient de voir. Alors si on observe un signal sur une durée grand T, on peut, à partir de l'observation du spectre, c'est ce que l'on a fait, lorsque l'on avait les deux sinusoïdes sur un temps grand T, on a observé le spectre, on peut donc, à partir de l'observation du spectre, séparer, c'est ce mot qui est important, les deux fréquences à condition que leur différence soit supérieure à 1 sur T. Alors tout à l'heure, vous m'avez entendu dire 3 sur T, et maintenant je dis 1 sur T. On a l'impression que j'ai changé un peu de discours. En fait, c'est faux. Ce qui est important de noter là-dedans, c'est que la capacité que j'ai à les séparer est de l'ordre de grandeur de 1 sur T. Alors je m'explique. Supposons que T soit multiplié par 4. Eh bien, ma capacité à séparer les fréquences est divisée par 4. Évidemment, j'aurais préféré, mais la nature ne me fournit pas cet outil, que la résolution soit de l'ordre de 1 sur T2. Parce que si ça avait été de l'ordre de 1 sur T carré, lorsque je multiplie par 4 la durée d'observation, je divise par 16 ma résolution en fréquence. Et donc en fait, ce qui est important, c'est de voir que la limite fondamentale à la séparation de deux fréquences est directement liée à l'inverse du temps d'observation. Alors, en traitement du signal, à la place du mot séparer, on utilise aussi le mot résoudre. Et on dit qu'on a résolu des fréquences, sous-entendu on les a séparées. Et l'action de résoudre des fréquences, l'action de les séparer, s'appelle la résolution en fréquence. Alors maintenant, nous avons effectivement vu un premier aspect de ce que l'on appelle la relation temps-fréquence. On vient de voir qu'un signal observé longtemps permettait effectivement de bien discriminer, bien séparer, bien résoudre les fréquences qui le constituaient. Maintenant, nous allons voir un tout autre aspect, mais qui est une autre manière de décliner cette relation
de dualité entre le temps et la fréquence. Alors le résultat que je vais énoncer, c'est un résultat que je ne démontrerai pas. Il se trouve que la démonstration est relativement difficile. En plus, à mon avis, elle n'a pas, dans le cadre ici où on est, un caractère exemplaire. Donc je vais simplement l'énoncer, et par contre, l'interprétation qu'on va en donner a une signification fondamentale. Alors, l'énoncé que je vais effectivement vous donner, qui s'appelle parfois dans la littérature théorème de Bernstein, est le suivant. Un signal x de t réel. Réel, je vous le rappelle, signifie que x de f est égal à x étoile de moins f. Et dit à bande limitée, ça c'est une définition, grand B, si x de f est égal à 0 pour toutes les valeurs de f en module supérieur à b. Alors on va faire un croquis pour bien montrer de quoi il s'agit. En fait, c'est extrêmement simple, d'accord? Ça veut dire la chose suivante, le spectre x de f que je représente ici pour un signal réel, sous la forme de ce qui se veut être une fonction symétrique paire, d'accord, même si c'est mal dessiné, elle est nulle à l'extérieur du segment moins b plus b. Alors un tel signal est dit à bande limitée. En fait, quand je dis nul, en pratique, ce n'est pas nécessaire que ce soit véritablement nul. Il suffit que ça puisse être considéré comme négligeable. Alors on suppose ça, c'est dans l'énoncé du théorème que je vais vous donner. Le signal est donc à bande limitée, c'est-à-dire son spectre est nul à l'extérieur d'une bande moins b plus b. Alors pour un tel signal, il n'est pas possible que ce signal, s'il est d'énergie finie, et je vous rappelle qu'on parle ici essentiellement des signaux d'énergie finie, il ne peut pas être à la fois de durée finie et à bande limitée. C'est-à-dire que ce n'est pas possible qu'en temps, il dure un temps fini, et en fréquence, il ait un support en fréquence fini. Interdit donc d'avoir simultanément T fini et B fini. Alors je vais vous montrer ce qui est impossible. En fait, ce qui est impossible, c'est tout simplement la chose suivante. C'est si vous me dessinez un signal qui a une durée grand T finie, comme celle-ci, vous voyez ici, le signal en temps a une durée grand T, donc est nul à l'extérieur de l'intervalle 0T, et bien si vous me dites que le spectre est comme ceci, je vous dis ça, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible que le signal de durée finie ait un spectre à bande limitée. Les trois autres situations sont possibles. On peut avoir un temps fini et une durée infinie. On peut avoir un temps infini et une bande finie. Et on peut avoir la durée infinie et la bande infinie. Mais ce cas-là est impossible. Alors voilà le théorème que je vous avais annoncé précédemment avec ces petites définitions qui vont nous être utiles. Si x de t est un signal d'énergie finie et à bande limitée, tel que nous venons donc de le définir, est-elle en plus que pour tout t, module de x de t soit inférieur à m? Alors, sa dérivée vérifie module de x' de t inférieur ou égal à 2pi grand B grand M. Pardon, excusez-moi. Alors, d'abord, la première condition de ce théorème, x de t inférieur à grand M. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que mon signal est borné. Il n'est pas possible pour x de t d'aller au-delà d'une valeur finie grand M. Alors maintenant, quelle est la signification de ce théorème? Ce théorème a la signification suivante. Si un signal est à bande limitée, puisque c'est bien ce que nous avons pu supposer dans cet énoncé, alors un signal à bande limitée ne peut avoir des valeurs de sa dérivée arbitrairement grandes. Vous avez bien vu effectivement que dans l'inégalité précédente, ici, que je reprends, x' de t en module est borné par 2pi bm. Et donc ça veut dire que la dérivée, elle est bornée en valeur maximum par une quantité qui fait intervenir l'amplitude maximum du signal grand M, mais aussi la bande en fréquence. Et donc si je diminue grand B, je diminue l'amplitude des dérivées. Or, vous vous souvenez, en analyse en mathématiques, que lorsque la dérivée est grande, le signal a des variations rapides. Et donc, lorsque je réduis la bande en fréquence, c'est-à-dire que je confine le spectre à une bande plus étroite, quelle est la conséquence? Je réduis la valeur de grand B. En réduisant la valeur de grand B, je réduis l'amplitude des dérivées. Et en réduisant l'amplitude des dérivées, je réduis les variations rapides. Mon signal devient à variation plus lente.
Et donc, c'est ce qui est écrit ici, c'est que justement, quand on limite la bande, on a une limitation dans la capacité à avoir des variations temporelles importantes. Donc, je vais résumer ça dans ce qui est écrit dans ce transparent. Un signal à variation lente, c'est ce que l'on vient de montrer, ou plutôt d'énoncer, puisque la démonstration du théorème, je ne l'ai pas donnée. Un signal à variation lente a un spectre situé dans les fréquences basses. On dit que le signal est basse fréquence, et souvent, on utilise simplement le sigle BF pour basse fréquence. Alors voilà, j'ai donc représenté un signal basse fréquence. Ici, on a une échelle des temps. Voilà un signal qui dure aux alentours de 200 millisecondes. Ces variations sont lentes et on s'aperçoit effectivement que son spectre est relativement borné au point de vue fréquentiel. L'essentiel de l'énergie se trouve plutôt limité, même si ce signal n'est pas parfaitement à bande limitée. Il se trouve plutôt limité à quelques, disons, aux alentours de 100 à 150 Hz. Donc voilà un signal à variation lente et le spectre qui peut lui être associé. Alors évidemment, il y a la réciproque à cet énoncé. Un signal à variation rapide va inévitablement, à contrario, contenir de la puissance dans les fréquences élevées. Alors ce signal sera dit un signal haute fréquence. Ou, avec toujours l'abréviation un peu comme précédemment, là maintenant on va dire ou HF en fait, ce sont les initiales de haute fréquence. Alors là nous avons représenté aussi un signal pour montrer un petit peu dans des échelles de temps et de fréquences qui sont à peu près les mêmes ce qui se passe. Voilà un signal, alors je ne sais pas si vous vous souvenez du signal précédent, vous pourrez vous y reporter, celui-là varie beaucoup plus rapidement. On le voit, il oscille par rapport à la durée de 250 millisecondes beaucoup de fois au cours du temps. Eh bien, le fait qu'il varie très rapidement induit dans son spectre de l'énergie plutôt dans les fréquences élevées. Tout à l'heure, vous vous souvenez que la puissance se trouvait plutôt aux alentours entre 0 et 150 Hz. Maintenant, elle se trouve plutôt entre 400 et 600 Hz. Donc voilà une relation qui est assez fondamentale et qui lie en fait de façon qualitative, mais que l'on utilise constamment en pratique, la notion de variation lente et la notion d'occupation spectrale. Rappelez-vous donc qu'un signal à variation lente a de l'énergie dans les basses fréquences, un signal à variation rapide a de l'énergie dans les hautes fréquences. Donc un spectre basse fréquence correspond donc à un signal à variation lente. Un spectre haute fréquence correspond à un signal à variation rapide. Alors maintenant, ça nous donne une idée. Pour lisser un signal, qu'est-ce que ça veut dire lisser un signal? C'est supprimer les variations rapides. Et supprimer les variations rapides, c'est faire quoi? C'est lui supprimer l'énergie qu'il a dans les fréquences élevées. Et donc finalement, on s'aperçoit que pour lisser un signal, il faut réduire sa bande de fréquence. Et donc, tout simplement, le filtrer par un dispositif passe-bas. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'en utilisant un filtre passe-bas, vous allez réduire les fluctuations, les variations, la rapidité de variation temporelle, d'accord? Parce que tout simplement, vous êtes en train de supprimer de l'énergie dans les fréquences élevées. Alors maintenant, on va voir une autre notion, un peu plus compliquée, qui elle aussi fait un lien entre variation temporelle, occupation spectrale. On vient de le voir de deux manières différentes, je vous le rappelle, c'est les variations lentes, le dernier qu'on a vu, correspond à de l'énergie dans les fréquences élevées. Les variations lentes correspond à de l'énergie dans les fréquences basses. Variation rapide correspond à de l'énergie dans les fréquences élevées. Ne vous trompez pas. Alors ici, je vais introduire une notion qui va déboucher, vous allez voir, sur une façon d'analyser les signaux qui est, disons, assez riche. Alors nous allons introduire une notion que l'on appelle tout simplement dans la littérature le BT d'un signal. Alors on va définir B et T. Souvenez-vous, il n'est pas possible qu'un signal soit de durée finie et à bande limitée. Donc ça n'a quasiment pas de sens de vouloir parler de sa durée finie et de sa occupation spectrale finie. Donc on a deux définitions ici très mathématiques que je ne vais pas commenter, mais que plutôt que je ne vais pas introduire mathématiquement cette notation, mais par contre je vais interpréter le résultat. Alors, on a ici une quantité T2, qu'on appelle la durée quadratique,
et qui est égale à la fraction somme de moins l'infini à plus l'infini de t2 module de x au carré de t dt sur somme de moins l'infini à plus l'infini de module de x de t au carré tt. J'insiste bien ici, c'est t2, parce que la quantité qui est ici est homogène à un temps au carré. Et donc c'est bien la racine carrée de tout ça qui est homogène à une durée. Alors t s'appelle dans la littérature une durée quadratique. De la même manière, on définit pour un signal, et là, vous voyez, je n'ai pas supposé que le signal était de durée finie, ni de bande finie, j'ai simplement fabriqué une quantité mathématique qui paraît assez complexe, et de l'autre côté, donc, j'ai effectivement aussi, dans le plan spectral, une quantité dont on voit ici qu'elle est totalement l'analogue de la précédente, B2 égale, fraction donc, numérateur, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F2 module de x de f au carré df, sur intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de grand X de f au carré df. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deux quantités ont le même dénominateur qui représente l'énergie du signal. B s'interprète, vous voyez B, là aussi, qui est la racine carrée de ce nombre-là, s'interprète comme une bande quadratique. Donc voilà, j'ai deux objets, le premier qui donne en gros ce qu'on pourrait appeler une durée quadratique, et le deuxième qui donne en gros ce qu'on pourrait appeler une bande d'occupation spectrale quadratique. Eh bien on démontre, je ne ferai pas la démonstration ici, ça pourrait faire l'objet d'un exercice parce que ce n'est pas très difficile à démontrer. On démontre que le produit BT, alors, le produit BT, est supérieur ou égal à 1 sur 4 pi. Et alors ce résultat est important. Pourquoi? Parce qu'il dit la chose suivante. Quelqu'un qui réduit grand B, vous réduisez grand B, eh bien vous ne pouvez pas réduire en même temps grand T. Il va falloir, lorsque vous réduisez l'occupation spectrale du signal, augmenter sa durée parce que le produit de ces deux quantités est nécessairement supérieur à 1 sur 4 pi. Alors dans la littérature du signal, cette relation s'appelle la relation d'incertitude parce qu'en fait, elle est l'analogue de ce que l'on trouve en mécanique quantique et qu'on appelle la relation d'incertitude d'Heisenberg. Alors ici, je vais donc vous demander, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on réduit la durée d'un signal, je réduis T, on augmente son occupation spectrale. Et inversement. Donc vous voyez que là encore, ce résultat que je n'ai pas démontré, mais j'ai dit qu'il pourrait faire l'objet d'un exercice, ça c'est pas très difficile, ben, ce résultat-là montre clairement qu'on ne peut pas manipuler le temps et la fréquence comme on le veut, et qu'en plus, l'un va à contrario de l'autre. Quand on tire sur le temps, on écrase, on comprime l'échelle des fréquences. Au contraire, quand on comprime l'échelle des temps, on va dilater l'échelle des fréquences. Alors maintenant, nous allons effectivement nous intéresser à un aspect où on va faire maintenant, on va traiter simultanément, le temps et la fréquence. En fait, je vais commencer avec cet exemple-là qui est représenté sur les figures que vous voyez. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une première chose, ici c'est une sinusoïde de fréquence assez basse, et là une sinusoïde de fréquence élevée. Et là, on observe un signal qui a les mêmes constituants. Il est constitué de la même portion de sinusoïde haute fréquence ici, et de la même portion de sinusoïde basse fréquence ici. En fait, ce qui distingue ces deux signaux, c'est l'ordre dans lequel ces deux sinusoïdes ont été placés. Si je prends brutalement le spectre du signal observé ici et le spectre du signal observé là, eh bien regardez ce que l'on obtient. Pour le premier signal, j'obtiens ceci, et pour le deuxième signal, j'obtiens cela. Alors on voit effectivement qu'il y a présence de deux sinusoïdes. Dans le premier cas, elle est à 1000 Hz, dans le deuxième cas, ici, dans ce premier cas, il y a deux sinusoïdes, l'une à 1000 Hz, l'autre à 2000 Hz. Dans ce signal-là, il y a aussi deux sinusoïdes. La première est à 1000 Hz et la deuxième, plutôt la première est à 2000 Hz et la seconde à 1000 Hz. Et alors on voit que dans le spectre, c'est-à-dire dans le module de la transformée de Fourier, on a quasiment gommé l'ordre dans lequel ces deux fréquences sont arrivées. Et ça, c'est un vrai problème, puisque effectivement, cette information-là peut paraître effectivement très utile pour la personne qui analyse le signal. Alors on va dire, mais vous m'avez dit que la transformée de Fourier était bijective, donc ça doit se voir. Mais bien sûr,
Ça se trouve quelque part, mais dans la phase. Or, la phase, c'est quelque chose qui est très difficile à lire. Et donc, quand les gens, disons, réduisent la représentation au module de la transformée de Fourier, eh bien, l'ordre dans lequel les deux fréquences arrivent disparaît complètement. Ces deux signaux ont le même spectre. D'où l'idée de faire une analyse localement. On va commencer par analyser le signal au début et progressivement, on va se déplacer vers la droite. Et alors là, du coup, les petites transformées de Fourier que l'on va faire sur le début du signal ici vont plutôt révéler la basse fréquence ici et la haute fréquence là. Et inversement, quand je vais appliquer la même méthode de traitement, c'est-à-dire en fabriquant des transformées de Fourier sur des fenêtres temporelles très petites, je vais dans la deuxième situation voir d'abord la sinusoïde de fréquence élevée et ensuite la sinusoïde de fréquence basse. Eh bien, en faisant ça, j'ai inventé ce qu'on en appelle la transformée de Fourier à court terme. Donc la transformée de Fourier à court terme, c'est quoi? Ben, c'est une transformée de Fourier, mais que l'on fait agir sur le signal en le tronçonnant en morceaux, sur lequel, séparément, on va analyser fréquentiellement la portion de signal que l'on a isolée. Donc on commence par segmenter le signal, on calcule la transformée de Fourier de chacun des segments que l'on a extraits, et on empile les transformées de Fourier. Alors empiler, ça veut dire quoi? Ben, soit on les empile côte à côte et on va essayer de les regarder dans une observation de type 3D dimensionnel, soit on va les regarder de dessus et essayer par un code de couleur de faire apparaître l'endroit où c'est élevé et l'endroit où c'est faible. Alors nous allons faire ça sur des signaux. Alors dans la représentation en 3D, c'est ce que j'ai expliqué, on les empile et on les regarde plutôt en perspective. Et dans une imagerie 2D, lorsqu'on la représente en 2D, eh bien on regarde dessus avec un code de couleur. Et bien voilà, ici, là, j'ai fait du 3D. C'est-à-dire que j'ai pris mon signal, c'était le signal dans lequel le 2000 Hz arrivait d'abord. Donc voilà le 2000, il est là. On voit effectivement les différentes transformées de Fourier dans leur représentation habituelle, c'est-à-dire en fait avec un sinus x sur x qui décroît comme vous avez l'habitude maintenant de l'observer, avec même des lobes que l'on voit apparaître. Je vous rappelle que ces lobes en largeur sont dans l'inverse de la durée d'observation, c'est-à-dire de la fenêtre d'observation. Et puis on a empilé toutes ces transformées de Fourier. Alors vous voyez qu'au début, on voit toutes les petites sinusoïdes de fréquence de 1000 Hz, et ensuite, à un moment donné, il y a une transition, et on commence à voir les sinusoïdes de fréquence 1000 Hz. Alors vous voyez que cette courbe, elle est 3D, on voit effectivement très très bien l'analyse temps fréquence qui se fait avec la transformée de Fourier à court terme. Ce que j'appelle finalement la regarder en 2D par une imagerie de couleur, c'est déjà représenté là-dessus. Si au lieu maintenant de le représenter dans une perspective, je me mets par-dessus cette forme 3D, le code des couleurs va me dire ce qui est rouge est très élevé, ce qui est bas, ce qui est bleu, le code bleu en général c'est les basses valeurs, correspond à des amplitudes faibles. Et ici c'est bleu, amplitude faible, ce qui est rouge, amplitude très élevée. Et on obtient donc une représentation qui est celle-ci. Je regarde en fait l'ensemble de tout à l'heure de dessus. Et je m'aperçois maintenant, effectivement, que je suis capable en fait de révéler par cette technique de transformée de Fourier à court terme, le fait que dans la première situation, j'avais d'abord du 2000 et ensuite du 1000, et dans la deuxième situation, que j'avais du 1000, puis du 2000. Vous voyez ici, c'est gradué en fréquence, et vous êtes en train de regarder par le dessus la courbe de 3D que nous avions tout à l'heure. Alors le rôle de la fenêtre est très important, c'est le rôle temps-fréquence. Si la fenêtre est très étroite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un phénomène temporel va être bien vu. Alors si la fenêtre temporelle, qu'est-ce que j'appelle fenêtre temporelle? Je vous le rappelle, c'est la taille de mes segments. Vous avez un signal ici qui est très grand, vous le taillez en de petits segments. Si les segments sur lesquels ensuite vous allez effectuer une transformée de Fourier sont très petits, lorsqu'il va y avoir un événement temporel, ça c'est le temps, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir par exemple une brusque transition du 1000 Hz au 2000 Hz, je vais très bien le voir. Mais comme la taille de la fenêtre est petite, je vais avoir une résolution en fréquence qui est très mauvaise. Et on ne peut pas gagner sur les deux tableaux. C'est-à-dire que quand on résout bien en temps, on résout mal en fréquence. Et quand on résout bien en fréquence, on résout mal en temps. Alors regardez ici, j'ai effectivement, là je peux dire, une fenêtre d'analyse très longue. À quoi je le vois? Je vois ici que les sinusoïdes 1000 et 2000 sont représentés par des traits extrêmement fins. Je suis capable de très bien les distinguer. Mais j'ai un flou énorme au niveau de la transition temporelle.
Donc le rôle de la fenêtre est déterminant, et dites-vous bien, il n'y a pas de miracle. Si la fenêtre, je le répète, est courte, vous allez avoir une bonne visualisation des ruptures temporelles, des événements temporels, et une très mauvaise visualisation de la séparation de fréquences. Inversement, si vous prenez une fenêtre très longue, vous allez très bien pouvoir observer des sinusoïdes et donc les séparer, mais malheureusement, les phénomènes transitoires très courts auront du mal à être perçus. Donc une fenêtre de longue durée permet une bonne résolution en fréquence, mais conduit, comme je l'ai dit, à une mauvaise résolution en temps. Alors voilà au contraire ici une fenêtre un peu plus courte. Vous remarquez ici que la résolution fréquentielle est mauvaise. On commence à avoir du mal à bien distinguer le niveau de fréquence des deux sinusoïdes. Alors on voit toujours ici, mais n'oubliez pas que ces signaux sont parfaits. C'est des signaux d'école, ce n'est pas des signaux réels. Mais vous voyez qu'au niveau par contre de la transition temporelle, à l'endroit précis où nous avons effectué un changement de fréquence, eh bien, dans la visualisation ici, ça apparaît de façon plus nette. Une fenêtre de courte durée permet donc une bonne résolution en temps, mais conduit à une mauvaise résolution en fréquence. Alors là, nous allons prendre un petit peu des signaux réels, et voilà ce qu'on peut faire avec des signaux réels. Alors voyez ici, ça c'est une phrase, c'est la parole. Des gens se sont levés dans les tribunes. Enfin, c'est le début, en tout cas, de la phrase « des gens se sont levés dans les tribunes ». Et on voit ici que les parties ici, qui correspondent à des mélanges de sinusoïdes et qu'on va avoir appelé les sons voisés, apparaissent ici clairement comme des fréquences sur les bandes rouges qui sont là. Donc là, je reconnais la partie voisée. Au contraire, ici, c'est du bruit, c'est un magma fréquentiel où il n'y a pas de raies, il n'y a pas de muraille, représentant véritablement la présence de sinusoïdes. De cette façon, ici, on revient ici à une partie plus voisée, et on voit que dans ce voisement, il y a effectivement une suite de fréquences qui correspondent aux harmoniques de la fréquence fondamentale de vibration des cordes vocales. Alors pareil pour un EEG, j'ai représenté ici un signal que nous avions évoqué au tout début de ce cours, et où nous voyons, on disait on ne peut pas voir grand-chose, c'est du bruit. Et pourtant, quand je fais une analyse temps fréquence ici, avec une certaine forme de la fenêtre d'analyse, je vois des points rouges ici, qui sont caractéristiques donc d'une zone fréquentielle très élevée, environ là ici, aux alentours d'une dizaine de Hertz, d'accord, et qui sont positionnés en ces points temporels. C'est-à-dire en gros, à la deuxième seconde, il y a à peu près une fréquence de 10 Hertz qui se manifeste. Alors peut-être, je dis bien peut-être parce que on n'a pas fait suffisamment là d'approfondissement du signal que nous sommes en train de représenter. Peut-être il s'agit de spindle, ces fameuses bouffées dont je vous parlais, et qui intéressent les médecins lors du relevé de l'EEG pour certaines formes d'activité cérébrale. Alors cela nous amène à ce que l'on appelle le pavage du plan temps-fréquence. Alors de façon générale, si le support en temps grand T de la fenêtre d'analyse est petit, alors la résolution en temps est bonne. Si le support en fréquence grand B de la fenêtre d'analyse est petit, alors la résolution en fréquence est bonne. Mais je vous rappelle le résultat qu'on avait tout à l'heure, BT est supérieur à 1 sur 4pi. Et là, de manière quantitative, on voit qu'il n'est pas possible d'avoir à la fois une bonne résolution en temps et une bonne résolution en fréquence. La fenêtre d'analyse que j'ai utilisée, qui est un morceau de sinusoïde, qui me permet de faire la transformée de Fourier à court terme, ne me permet pas, effectivement, d'avoir à la fois B petit pour avoir une bonne résolution en fréquence et T petit pour avoir une bonne résolution en temps. Je suis obligé de faire un compromis et de, éventuellement, favoriser plutôt une échelle d'observation que l'autre. Alors voilà le pavage. Ce que j'appelle le pavage, c'est que vous êtes en fait quasiment obligé de travailler dans des boîtes en fréquence et le produit BT, d'accord, dans ce pavage à la fois du temps et de la fréquence, ne peut pas être rendu aussi petit que l'on veut. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un pavage très petit, quasiment les pavés ici ont une surface égale à 1 sur 4pi. Et je ne peux pas descendre plus bas. Et alors, pour terminer, je vais terminer effectivement en faisant une ouverture sur des développements d'analyse qui ont pris une importance assez grande, en particulier en images, et qui s'appellent les ondelettes. Alors la transformée de Fourier à court terme revient, comme on l'a vu, à faire glisser une portion de sinusoïde de durée grand T et de fréquence variable, d'accord, devant le signal, de multiplier et d'intégrer. Et donc vous voyez le phénomène de la fabrication de la TFCT,
c'est-à-dire des images que nous avons vues, je fais déplacer cette petite sinusoïde de durée grand T en modifiant évidemment sa fréquence à chaque fois que je me décale, d'accord? Donc je vais avoir toute la batterie des fréquences avec tous les décalages et j'aurai une image de D que l'on a vue. Mais on se dit plutôt que d'utiliser un petit motif comme celui-là qui est un motif rectangulaire sur une durée grand T, eh bien autant utiliser d'autres formes on va prononcer le mot d'ondelette, en anglais wavelet, d'analyse. Et dans le cas donc plus général de ce qu'on appelle l'analyse en ondelette, d'autres formes d'ondelettes d'analyse peuvent être utilisées. En particulier, on peut modifier simultanément la durée et la fréquence. Nous avons vu, nous, qu'on gardait la durée constante et on faisait bouger la fréquence à l'intérieur. On peut imaginer des ondelettes sur lesquelles simultanément on tire dans le temps et dans les fréquences. Alors, je n'irai pas plus loin, je vais juste vous représenter un petit dessin pour vous montrer ce que l'on fait. On a une ondelette ici qui n'est plus un rectangle, c'est un genre de gaussienne, d'accord? Et donc, cette gaussienne va servir, en la déplaçant devant le signal, à fabriquer un nouveau type de représentation qu'on appelle la représentation en ondelette. Alors, je vous remercie et je tiens à vous rappeler, comme d'habitude, que pour les exercices d'une part, mais aussi pour tous les renseignements dont vous auriez besoin, vous pouvez consulter en fait le site internet de Netuno et en cliquant sur NetNetTu.